Eh bien, mesdames et messieurs, ravis de vous accueillir. Nous sommes réunis ce soir par l'EREA, l'espace de réflexion éthique d'Aquitaine. Vous savez ou vous ne savez pas que les espaces régionaux d'éthique sont issus de la loi de bioéthique de 2004 et notre espace a vu le jour en 2014. Tous les espaces de réflexion éthique sont rattachés à des CHU. Ces espaces de réflexion ont vocation à susciter à la fois des échanges sur l'éthique entre professionnels du monde de la santé et des sciences de la vie et à susciter également des débats citoyens sur ces thèmes évidemment essentiels pour la société. Chaque année, à ce titre, nous organisons une journée sous la forme d'un colloque. Nous avons ainsi abordé la vulnérabilité et le soin, la fin de vie, la notion de temporalité dans le soin, et nous avons organisé aussi avec notre espace régional éthique des débats citoyens sur la fin de vie, sur l'obstination déraisonnable, c'était en juin 2014, sur les thérapies coûteuses en mars 2015, ou sur les prélèvements et les dons d'organes et d'autres thèmes encore. Aujourd'hui, ce soir, le thème de la réflexion, c'est l'homme augmenté, l'éthique face au transhumanisme. Alors nous sommes tous témoins, surtout ces 10 dernières années, des progrès fulgurants de la science et de la médecine qui ont permis de prolonger la vie, de chroniciser aussi des patients qui étaient voués jusqu'à une période encore récente à une mort à court terme, ou qui ont permis encore d'améliorer fortement la vie des personnes malades ou handicapées. Alors, des tas de techniques innovantes sont en fait totalement banalisés maintenant, les pacemakers, les défibrillateurs implantables, tout simplement, le resurfaçage de l'œil, je ne suis pas sûr que des ophtalmos emploieraient ce terme, mais ce resurfaçage assisté par robot qui permet à une personne qui a par exemple de vision 4 et 5 aux deux yeux de se passer de lunettes et de passer non pas à 10-10, mais de passer à 12-12. Vous voyez, c'est déjà l'homme augmenté qui est passé dans la vie courante. C'est aussi la fécondation in vitro ou la sélection des embryons. Une partie de ces progrès sont liés à ce qu'on appelle les NBIC, tout ce qui est nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives. Et c'est ainsi que l'on voit apparaître des prothèses commandées par la pensée avec des puces électroniques implantées dans le cerveau, des interfaces cerveau-ordinateur permettant à des patients de communiquer ou d'écrire, ou même encore, et le CHU de Bordeaux est un des sites mondiaux sur ce thème, des implants oculaires qui permettent à des personnes aveugles de voir à nouveau. Plus exactement, aujourd'hui, ils voient des pixels, encore que ce soit déjà très utile pour se repérer, et demain, ça ne sera pas que des pixels grossiers, mais demain, ça sera les paysages et l'environnement. Et c'est surtout dans le domaine de la thérapie génique que la recherche est la plus spectaculaire, notamment avec la possibilité de reprogrammer n'importe quelle cellule souche adulte. Demain, toutes ces techniques pourraient, comme dans des œuvres de science-fiction, permettre de repousser les limites de la condition humaine en effaçant le risque de la maladie, de la faiblesse, du handicap, du déficit intellectuel et en supprimant même la vieillesse. Alors, derrière cette perspective, et c'est ça dont il va être question ce soir, il y a toute une idéologie qui est défendue depuis quelques années par les transhumanistes, qui voient dans toutes ces prouesses technologiques, alors il faut dire progrès ou pas, vous en déciderez, en tout cas derrière ces prouesses technologiques, qui voient la possibilité d'approcher l'immortalité. Et les transhumanistes, ce ne sont pas quelques utopistes isolés, mais ce sont des fondations, des entreprises de la Silicon Valley qui mettent des milliards de dollars et font travailler quelques-uns des plus brillants chercheurs de la planète. Alors on peut douter, on peut sourire, on peut se rappeler aussi de la formule de Woody Allen, vous savez, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. On peut aussi se dire que nous sommes en voie de créer des individus nouveaux, de créer une société totalement nouvelle, et c'est là que nous avons besoin des philosophes pour replacer l'homme au centre et donner des repères. Jusqu'où doit-on aller dans cette course au surhomme? Est-ce qu'on doit poursuivre ce type de recherche même? Quelle serait cette société nouvelle? Vous savez, certains ont décrit cette société comme une société de vieillards pusillanimes
qui serait paralysé par la peur non plus de la maladie, mais de l'accident de voiture qui les broierait et qui mettrait brutalement fin à l'éternité. D'autres ont décrit dans des romans cet homme forcément beau, intelligent, sûrement grand aux yeux bleus, si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas hermétique aux maladies, et qui regarderait les humains naturels, parfois ses propres frères et sœurs aînés qui n'auraient pas bénéficié de la technologie, qui les regarderait avec un profond mépris, comme on regarde des animaux ou des sous-hommes. Et il y a un roman là-dessus que je vous conseille, c'est Adrien Humain 2.0, de Laurent Alexandre, bien connu sur ce sujet, et David Angevin. Alors David Angevin, il n'est pas exclu qu'il soit dans la salle, je ne l'ai pas vu, mais il est au cabinet d'Alain Rousset, et il a écrit ce roman, Adrien 2.0, sur cette question même, avec Laurent Alexandre. Alors je ne vais pas être plus long, il ne me revient pas d'aller plus loin sur ce sujet, et je tiens très simplement à remercier les éminents intervenants qui ont accepté notre invitation, et que va présenter le professeur Bernard Biulac, auquel les neurosciences doivent tant, à Bordeaux et bien au-delà de Bordeaux. Bernard Biulac qui préside l'espace éthique d'Aquitaine. Je remercie aussi tous ceux qui ont préparé cette soirée, dont Christine Ribérol-Cabanac, ma collaboratrice sur ce secteur, sans oublier la mairie de Bordeaux qui a mis gracieusement à notre disposition cette salle communale de la Bastide. Merci et bonne soirée. Pour aborder ce thème de l'éthique face au transhumanisme, nous avons ce soir deux invités de choix. D'une part, Jean-Michel Beignet, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne et auteur de nombreux ouvrages dont L'homme simplifié et également Les robots font-ils l'amour, en collaboration avec, en controverse, on va dire, avec Laurent Alexandre. Alors, qu'on se rassure, il m'a dit que le titre n'était pas de lui tout à l'heure, donc voilà. Mais L'homme simplifié qui fait partie des ouvrages fondamentaux sur ce point, ainsi que Demain les post-humains, qui est paru il y a 7 ou 8 ans et qui fait vraiment tout à fait, je dirais, le tour de la question sur ce plan-là. À mes côtés, Jean-Didier Vincent, qui n'est pas besoin de présenter ici, mais je vais quand même le faire très brièvement. Neurobiologiste, neuropsychiatre, membre de l'Académie de médecine, spécialiste de la biologie des passions, de la biologie du désir, de l'amour, c'est peut-être un peu tout ça la même chose, jusqu'à un certain point, et auteur lui aussi de nombreux ouvrages consacrés à ces thèmes de recherche, mais aussi à des sujets témoignant de l'ampleur de ses horizons. Je pense par exemple à ce livre sur Casanova ou à celui qui est consacré au géographe Élisée Reclus, avec lequel il partage ses racines du côté de Sainte-Foy-la-Grande et une tendresse certaine pour l'anarchisme.